Donc vous connaissez tous les principes, les grands principes de prise en charge d'une personne chez qui on diagnostique une LMC en phase chronique aujourd'hui. On choisit un inhibiteur de tyrosine kinase d'emblée, donc ce qu'on appelle la première ligne de traitement. Et puis, si la réponse, c'est-à-dire l'efficacité, est optimale, selon des critères bien connus, et que la tolérance du traitement est favorable, alors on continue le traitement prescrit initialement. En revanche, si le traitement ne marche pas suffisamment bien, ce qu'on appelle nous techniquement un échec, ou bien qu'il marche bien ou pas, mais que la toxicité est inacceptable, alors on change de médicament. C'est ce qu'on appelle la deuxième ligne. Et on peut effectivement ensuite avoir une troisième ligne, une quatrième ligne, une cinquième ligne si ces accidents se répètent. Mais l'objectif final, c'est toujours une efficacité optimale du traitement, c'est-à-dire ce qui vous protège de la transformation aiguë de la maladie, donc ce qui va vous permettre d'avoir une espérance de vie normale, mais aussi une tolérance favorable, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Donc vous comprenez bien que c'est toujours un exercice délicat entre un résultat, mais aussi une efficacité. C'est toute la délicatesse et la difficulté du médecin, de la prise en charge pour le médecin avec vous, qui est le bénéfice-risque. Aujourd'hui, on dit que ce sont des traitements à vie. Pourquoi ? Parce que toutes les études réalisées dans les laboratoires de recherche sur les cellules souches, donc les cellules souches hématopoïétiques malades, les cellules souches leucémiques, nous disent que, en fait, les inhibiteurs de tyrosine kinase permettent de détruire la plupart des cellules malades, mais ont beaucoup de difficultés à détruire ces cellules souches Philadelphie positives, BCR-Belson positives, parce que ce sont des cellules quiescentes la majorité du temps. C'est-à-dire que la majorité du temps, comme Aude Charbonnier vous l'a dit, elles ne se divisent pas. Or, ces médicaments, pour tuer une cellule, ont besoin que la cellule entre en division. Et ces cellules se divisent de temps en temps, mais assez rarement. Donc, à l'occasion d'une division cellulaire, on peut éradiquer un petit peu, éroder une partie du contingent de cellules souches leucémiques, mais ce n'est pas un événement qui se produit tous les jours. Alors, à cause de ça, il y a un diktat qui a été énoncé il y a quelques années, c'est que de toute façon, donc avec ces traitements, on ne peut pas guérir, on peut vivre sa vie, mais on ne peut pas guérir, et que si un jour on veut vraiment arrêter les traitements et faire guérir les patients, il va falloir qu'on trouve une solution pour éradiquer ces cellules souches. Alors on va voir après que ce n'est pas tout à fait vrai. Mais en médecine et en sciences et en biologie, il faut accepter, c'est jamais blanc ou noir, ça peut être gris. Et les connaissances peuvent évoluer au fil du temps, on peut réviser certaines notions anciennes à la lumière de nouvelles connaissances. Donc depuis quelques années, il y a de nombreuses équipes de recherche qui travaillent sur le ciblage des cellules souches, avec différentes possibilités. Certaines équipes travaillent sur les interactions entre la cellule souche malade et la moelle osseuse, donc ce qu'Aude vous a appelé comme niche, c'est l'os, les vaisseaux sanguins, ça forme une niche dans laquelle dont la cellule a besoin pour vivre. Parce qu'il se peut que la modification de ces interactions, qui permettent la survie de la cellule souche malade, pourrait aboutir à la mort de ces cellules qu'on veut éliminer. D'autres équipes s'attachent à voir si on ne pourrait pas modifier le code génétique de ces cellules souches leucémiques, donc l'ADN ou l'ARN, donc cibler le noyau pour modifier la programmation cellulaire pour amener ces cellules à la mort. Il y a d'autres équipes qui travaillent sur ce qu'on appelle les voies de signalisation, c'est-à-dire que nos cellules, elles ne sont pas indépendantes dans l'environnement, elles communiquent avec le milieu extracellulaire, avec d'autres cellules. Elles reçoivent des signaux qui vont leur permettre de fonctionner, d'assurer leur fonction et de survivre. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre quelles sont les voies de signalisation qui permettent à ces cellules de survivre et non pas d'entrer en apoptose, donc de mourir, parce qu'en modifiant ces voies de signalisation, on pourrait effectivement programmer la cellule différemment, c'est-à-dire l'amener vers l'élimination et non vers la survie. Alors c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont communes aux cellules normales. Et effectivement, on ne veut pas éradiquer les cellules normales, puisque là, les cellules normales de la moelle osseuse, c'est absolument vital. Il y a une grande équipe en Écosse qui travaille sur l'autophagie. Donc l'autophagie, c'est la capacité de la cellule à s'autodétruire.
Et il y a des médicaments qui font ça dans les boîtes de culture au laboratoire. Il y a des tests actuellement chez les patients avec des médicaments. Il y a la voie du système immunitaire, donc l'interféron, qui est un vieux médicament dans la LMC, mais qui demeure profondément d'actualité, non plus en monothérapie, donc non plus tout seul, parce qu'il est insuffisant, mais en combinaison thérapeutique. Et effectivement, le groupe français de la LMC mène beaucoup d'essais qui combinent les inhibiteurs actuels à de l'interféron. Donc le système immunitaire. Et puis il y a d'autres équipes qui essayent de savoir qu'est-ce qui différencie en surface, donc à la surface de la membrane, une cellule normale d'une cellule souche leucémique. Parce que si on trouvait un marqueur, on pourrait cibler ces marqueurs spécifiquement sur la cellule malade et pas sur la cellule normale pour apporter un médicament tueur via ces marqueurs, par exemple. Donc ça, c'est beaucoup de recherche. C'est très difficile parce que les cellules souches leucémiques, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a très peu, hein. C'est une sur plusieurs milliards dans la moelle osseuse. Donc pour aller les isoler et travailler dessus, c'est compliqué. On est obligé d'utiliser souvent des modèles, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à des cellules souches, mais qui ne sont pas exactement les mêmes que celles qu'il y a dans la moelle. Et deuxièmement, comme j'ai un peu soulevé la chose, elles ont beaucoup de choses en commun avec des cellules normales. Donc toute stratégie qui va cibler trop les cellules normales peut s'avérer excessivement toxique. Et là, le bénéfice-risque, il sera plus en faveur du risque. Donc ce sont des recherches difficiles, mais néanmoins, il y a beaucoup d'efforts de recherche et on espère un jour que les trouvailles en laboratoire trouveront une application chez les malades, et en tout cas une application qui marche, parce qu'il y a déjà eu des tests sur certains médicaments, je ne vais pas vous faire la liste, qui sont soit aboutis à l'arrêt des tests parce que c'était trop toxique, soit la tolérance était acceptable, mais ce n'était pas si merveilleux que ça. Donc on a encore beaucoup de pain sur la planche. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'à mon sens, ça c'est mon avis personnel, on n'aura probablement pas la même solution pour tout le monde. Il y aura peut-être chez certains patients certaines voies à utiliser et chez d'autres une autre façon de faire. Ça, c'est probablement ce qui se passera parce que la maladie, elle n'est pas homogène. C'est pas parce que les gens ont une LMC qu'il n'y a pas des différences d'un patient à l'autre. Donc, c'est important qu'il y ait de nombreuses équipes de recherche qui travaillent sur des voies différentes. Ce n'est pas concurrentiel, c'est complémentaire, à mon avis. Alors, pourquoi ce que je vous ai dit tout à l'heure, le diktat que on va être obligé de faire ça pour arrêter les traitements et guérir les gens, il n'est pas entièrement vrai. Il est en partie vrai seulement, parce que vous savez très bien, il y a peut-être des gens parmi vous qui ont arrêté leur traitement dans la salle. On peut, chez certains patients et dans certaines conditions, arrêter avec succès les inhibiteurs de tyrosine kinase. Et j'ai fait un petit rappel historique. Entre 2004 et 2006, donc quand on fait, c'est de la littérature médicale, hein, c'est accessible à tous, mais il faut aller sur un site qui s'appelle Entrée PubMed et c'est compliqué pour les patients. Là, c'est de la science et de la médecine. Mais les médecins savent très bien aller sur ces sites pour faire de la bibliographie. Donc on a trouvé de rares cas cliniques publiés. Donc bien sûr, 2004-2006, c'était l'imatinib. Alors, ce n'était pas des essais cliniques, hein, c'était un peu fait, les critères, il n'y en avait pas. C'était soit parce que le patient avait décidé unilatéralement d'arrêter, puis il a dit à son médecin après. Bon, ça, je vous déconseille de le faire quand même, parce que ça peut être un peu dangereux pour vous. Soit parce qu'il y avait des effets secondaires intolérables et à l'époque on n'avait pas forcément tout l'arsenal des autres inhibiteurs de tyrosine kinase et le patient en a marre et il arrête. Soit parce qu'il y avait un problème de santé grave indépendant de la LMC. Ça arrive. Hein. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez une LMC, c'est bien, il faut la soigner, mais ça ne vous empêche pas de vous occuper du reste de votre santé. Il y a la moelle osseuse, mais il y a aussi tout le reste, donc il faut s'occuper du reste. Donc il arrive des fois qu'on soit obligé d'interrompre un traitement, comme par exemple il y a une maladie longue qui nécessite des traitements avec lesquels les interférences médicamenteuses, c'est pas possible, ou par exemple certains patients qui ont un autre cancer avec des chimiothérapies lourdes, donc ça nous arrive d'interrompre le temps de la chimiothérapie, de soigner l'autre maladie. Et puis il y a bien évidemment la grossesse, chez la femme, hein, pas l'homme, enfin pas l'homme, pas le papa. Puisque là, il y a une toxicité, enfin, il y a une augmentation du risque de malformation fœtale, mais ça, c'est en général, c'est des interruptions, c'est pas des arrêts définitifs. Alors, ces premiers cas, donc, c'était un type des situations différentes, c'était pas forcément des gens qui étaient en bonne réponse, ou en tout cas en réponse profonde. Donc, les premiers messages sur ces quelques patients, c'était assez mitigé.
Et puis en France, on a démontré, donc la preuve de concept que chez certains patients on pouvait arrêter avec succès, ça a été sur quelques malades, hein, c'était une petite vingtaine, elle a été publiée en 2007 l'étude. C'était le pilote de STIM. STIM, c'est pour Stop Imatinib. Là, on avait des critères, hein. C'était des patients qui avaient plusieurs années de traitement derrière eux et une maladie résiduelle indétectable, on va dire entre guillemets. Et là, on a montré que chez certains patients, certains patients devaient reprendre leur traitement, mais il y en a d'autres qui réussissaient parfaitement à rester sans traitement. Donc la preuve de concept que dans certains cas, on pouvait arrêter les traitements. Et la confirmation est venue par 2 grands essais, donc l'essai français STIM, hein, 100 patients, le premier, puisqu'il y a un STIM 2 maintenant, et puis les Australiens qui ont aussi, dans une étude indépendante, montré qu'on pouvait, dans certaines conditions, arrêter les traitements avec succès. Vous savez qu'à l'heure actuelle, il y a les études d'arrêt des inhibiteurs de nouvelle génération, elles sont en cours, hein, c'est des essais cliniques, y compris au sein du groupe français. Ou des observatoires. Il n'y a pas de raison, si on peut arrêter avec succès l'imatinib, qu'on ne reproduise pas ça avec les médicaments de nouvelle génération. Et puis il y a aussi, ça c'est très important, parce qu'il faut bien que vous compreniez qu'on ne connaît pas encore les conditions optimales d'arrêt de traitement. C'est-à-dire que les critères, ceux qui ont entendu parler des 3 ans de traitement au moins et 2 ans de maladie indétectable, ça c'est pas un critère optimal, c'est un critère d'inclusion dans une étude. Il se peut que le meilleur critère pour vous donner les meilleures chances, il soit un petit peu différent. Enfin, peut-être un temps de traitement un petit peu plus long, des choses comme ça. Donc, on est aussi en train d'essayer d'optimiser les conditions d'arrêt des médicaments pour essayer de trouver quelle est la condition qui offre le plus de chances de succès. Aude vous a montré une courbe de survie. Donc, c'est grosso modo ce qu'on obtient comme résultat. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a montré dans le groupe français, mais qui est reproductible. Hein. Ça veut dire qu'il y a d'autres études internationales qui ont reproduit les mêmes résultats de manière indépendante. C'est extrêmement important en sciences et en médecine. Hein. Si on fait un scoop et puis que personne ne peut reproduire la même chose derrière, c'est qu'il y a un problème. Là, c'est pas le cas. Donc, en fait, c'est une courbe de survie. Alors, c'est quoi? Donc, le 0, c'est au moment où on arrête le traitement. Et là, sur cette échelle, vous avez les mois depuis l'arrêt du traitement. Sur l'ordonnée, ça va de 0 à 100%. C'est le pourcentage de patients qui restent sans traitement et sans rechute. Alors la rechute, c'est pas la rechute comme au diagnostic, les globules blancs, la rate, etc. C'est des rechutes moléculaires. Et à l'heure actuelle, il y a un consensus dans le monde pour dire qu'on reprend le traitement uniquement si on perd la réponse moléculaire majeure, c'est-à-dire si votre taux de transcrit monte au-dessus de 0,1%. Bon, pour ceux qui ont des transcrits majeurs, hein, pas pour ceux qui ont des transcrits mineurs. Ça, c'est un petit coucou dans la salle. Et on a à peu près, grosso modo, toujours les mêmes résultats. C'est que le taux de succès, c'est 60%, grosso modo, environ. Hein. Et donc, dans les 40% des cas où ça ne marche pas, ben, on reprend le traitement. Et si on les reprend dans de bonnes conditions et suffisamment vite et qu'on ne traîne pas, on retrouve à nouveau un excellent résultat. Il y a une autre chose que nous dit cette courbe, c'est qu'on sait si ça va marcher ou pas très rapidement. Vraiment, la plupart des gens qui remontent leur BCR-Belson, c'est dans la première année, dans les 6 à 12 mois. Mais il faut rester vigilant sur le moyen terme parce qu'on voit des rechutes aussi jusqu'à la 3e année. Là, c'est le petit décrochage, là. C'est beaucoup plus rare, mais ça peut arriver. Et il semble qu'après, on ne voit plus rien. Et moi, sur l'étude d'arrêt du dasatinib et du nilotinib, j'ai à peu près le même type de courbe. On sait ce qui va se passer pour la majorité dans la première année. Il faut être vigilant là, jusqu'à 3 ans parce qu'il y a quelques petits signaux tardifs, mais après, il semble que c'est vraiment gagné. Alors, on n'a pas un recul de 10 ans, hein, mais on a quand même des patients qui ont arrêté leur traitement depuis plus de 5 ans. Quelques-uns qui ont ce recul-là. Alors, c'est quoi une rechute? Alors, je ne vous montre pas des gens, mais c'est pour vous expliquer que c'est biologique. Ce n'est pas quelque chose que vous ressentez, c'est vraiment le BCR-Belson et que la surveillance rapprochée de la prise de sang quand on arrête un traitement, elle est importante. Alors, ça ajoute du stress supplémentaire parce que vous venez plus souvent à l'hôpital qu'avant, parce qu'on se demande si ça va marcher ou pas. Donc, il faut bien penser au contexte psychologique d'un arrêt de traitement. C'est fantastique de pouvoir essayer, mais en fait, on se rend compte que ça induit momentanément, en tout cas, un retour du stress, un retour d'une anxiété qu'il y avait au départ et qui s'était atténuée au fil des ans. Alors, ça, c'est des patients que je suis moi, hein, donc voilà. Enfin, les patients derrière, c'est leur courbe. Donc ça, c'est quelqu'un qui a réussi. Alors, en blanc, c'est quand le transcrit BCR-Belson était indétectable, et en jaune, c'est qu'il est détectable. C'est des échelles logarithmiques, hein, et donc le 0 n'existe pas sur une échelle logarithmique. C'est pour ça que j'ai pris un chiffre arbitraire pour vous montrer quand c'était indétectable.
Donc cette première personne, elle a arrêté son traitement. On en est maintenant quasiment à 2 ans. Et tout au long de la surveillance, vous voyez un peu qu'au début, on fait quasiment tous les mois. Puis petit à petit, quand ça se passe bien, on commence à espacer un peu. Puis au-delà de la première année, on espace les consultations et les prises de sang. Donc cette personne-là, elle a plus rien. On détecte rien. On est à plus de 2 ans maintenant. Voilà, c'est très bien. Alors est-ce qu'elle est guérie peut-être? Est-ce qu'il reste 2-3 cellules souches leucémiques dans la moelle? Peut-être. On ne les voit pas en tout cas et elles font rien. Cette deuxième personne, elle est indétectable au départ et puis pouf, à mois 4, vous voyez, je détecte BCR Belson là. Alors c'est au-dessous des 0, hein, mais je le détecte. Alors c'est vrai que la première fois qu'il y a un point positif, ça fait peur aux patients bien sûr. Bon, nous maintenant on commence à avoir un peu l'habitude, donc on se dit attendez, il y a le point suivant. Sûr qu'au départ on s'affolait, puis maintenant on sait que c'est pas forcément une montée obligatoire. Vous voyez que sur le deuxième point ça redescend un petit peu, puis là c'est négatif, puis là on a un petit pic, puis là on est à 4 ans d'arrêt et c'est indétectable. C'est un peu la même chose pour cette personne-là, mais c'est monté un peu plus haut, donc là on était un peu plus dubitatif sur la suite. Donc des signaux positifs au départ, puis après ça s'éteint, et la personne n'a plus de traitement. Ça, c'est vraiment une rechute qu'il faut retraiter. Donc, c'est une rechute précoce. Hein. Je vous ai dit qu'il y avait quelques rechutes par là, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc là, vous voyez très vite, je veux dire, on arrête là. Au mois 1, c'est détectable. Au mois 2 aussi. Là, mois 3, ça monte. Mois 4, ça monte. Mois 5, mois 6, là, on a repris le traitement. Vous voyez que c'est monté... là, c'était aux alentours de 0,1 et après, ça monte très vite. Hein. Donc, les médecins qui font des arrêts de traitement doivent être vraiment expérimentés et bien vous expliquer l'importance de la fréquence des surveillances au départ. Et vous devez être conscient que si on vous fait faire plus d'allers-retours, c'est pas pour vous embêter, c'est vraiment pour que ça soit fait en toute sécurité. Donc là, on retraite, et boum, ça marche très bien. Alors, donc ce qui est intéressant, c'est que c'est pas blanc ou noir, c'est pas je rechute versus je suis toujours négatif. Vous voyez qu'on peut s'autoriser des petites positivités. C'est pas pour autant que la LMC flambe. Et donc ça, c'est très intéressant parce que qu'est-ce qui fait que spontanément, ces deux personnes... elles contrôlent leur maladie alors qu'il n'y a plus rien. Est-ce que c'est leur propre défense, leur système immunitaire, ou est-ce que les quelques cellules souches qui restent, par un mécanisme qu'on ne comprend pas bien, vont subir une érosion naturelle? Voilà. Donc vous voyez, c'est hétérogène, et c'est pour ça que je dis que je pense que dans la stratégie de renforcement de traitement pour un arrêt, il n'y aura pas forcément les mêmes solutions pour tout le monde. Alors, ceci étant dit, voilà un résumé de ce que je vous ai dit. Donc aujourd'hui, chez les personnes qui sont traitées par inhibiteurs, qui ont une réponse moléculaire profonde et stable, donc un BCR Belson vraiment très très bas, hein. C'est encore plus que la réponse optimale qu'on demande pour être protégé contre une évolution péjorative de la maladie, et qui ont un temps de traitement suffisamment long. On sait que probablement, la plupart du temps, il reste quand même des cellules souches, mais qu'elles sont dormantes. Elles sont dormantes parce qu'on laisse l'inhibiteur. Quand on enlève l'inhibiteur, il y a il se passe deux grandes choses. Chez certains patients, donc à peu près 40%, ces cellules-là, elles vont rentrer en prolifération, elles vont se diviser rapidement, et si on ne fait rien, la LMC va rechuter, donc là, il faut retraiter. Et chez les autres personnes, même s'il reste des cellules souches quiescentes, il ne se passe rien et la LMC ne rechute pas. Et pourquoi Parce que franchement, là, on part de personnes qui partent exactement dans les mêmes conditions, en apparence seulement. C'est des questions fondamentales parce que si on arrive à comprendre pourquoi il y a deux façons de se comporter après un arrêt de traitement, on arrivera vraisemblablement à vous proposer des stratégies de traitement, de traitement complémentaire dans le cadre des arrêts de traitement. Donc on ne sait pas, et il y a beaucoup d'équipes qui travaillent dessus, y compris nous. Est-ce que c'est les propriétés des cellules souches? Donc chez certaines personnes, elles vont mourir de leur belle mort. Est-ce que la niche médulaire, donc l'environnement dans lequel est cette cellule souche, elle est un peu différente d'une personne à l'autre, et donc chez certaines personnes, elle va garder les cellules dormantes et pas chez d'autres? Ou est-ce que c'est carrément le système immunitaire des patients qui entre en jeu là? Donc le système immunitaire dans la LMC, on sait que c'est une maladie qui est très sensible au système immunitaire. Donc toutes les stratégies d'immunothérapie sont quelque chose de très intéressant pour combattre cette maladie, en complément bien sûr des inhibiteurs de tyrosine kinase. Alors, immunostime, je ne vais pas vous faire un cours d'immuno, parce que l'immuno, c'est compliqué. Alors, la médecine, c'est compliqué, mais l'immunologie, c'est encore pire. Donc, je vais essayer de faire très simple. Donc, le système immunitaire. Donc, immunostime, c'est pour l'étude immunologique associée à l'essai clinique STIM, donc l'essai français du groupe FILMC.
Et le système immunitaire, c'est fondamental. Hein. Sans système immunitaire, on meurt. On en a besoin pour combattre tous les agents pathogènes, les microbes qui nous entourent. On en a besoin aussi pour combattre certaines tumeurs. C'est très complexe, hein, c'est un système très complexe. Il y a beaucoup de cellules qui entrent en jeu. Et ces cellules-là, elles vont avoir tout un tas de fonctions pour nous défendre. Et elles vont aussi fabriquer des substances biologiques, donc par exemple des cytokines, l'interféron, ce fameux interféron qu'on utilise dans la LMC ou dans d'autres maladies. On sait les cellules du système immunitaire le fabriquent naturellement. Quand vous avez la grippe et que vous frissonnez avec des courbatures, c'est parce que les cellules du système immunitaire fabriquent de l'interféron alpha pour essayer d'éliminer le virus grippal. Elles fabriquent aussi des anticorps, notamment les lymphocytes B, c'est eux qui fabriquent les anticorps. Donc nous, on s'est attaché à voir si le système immunitaire pouvait avoir éventuellement un rôle dans le devenir des patients après l'arrêt de l'imatinib. Est-ce que des différences immunitaires entre les gens pouvaient expliquer que dans certains cas, il y avait une rechute et dans d'autres cas, il n'y en avait pas? Et on s'est attaché plus particulièrement à screener d'abord les lymphocytes T et les lymphocytes NK. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur une seule étude, sur un seul patient, on ne peut pas tout étudier. Et il y a d'autres équipes de recherche qui font de l'immunologie. Vous avez peut-être entendu Poitiers qui s'occupe des NKT. Là, on débute une collaboration avec Besançon pour d'autres aspects des lymphocytes T. Donc nous, on a fait des choses très simples. Les patients qui étaient inclus dans STEAM, on leur demandait s'ils étaient d'accord pour donner quelques tubes de sang supplémentaires pour l'étude immunologique. Alors, quelques tubes de sang supplémentaires, ça commence à faire 15-20 tubes. Alors, on n'a pas pu travailler sur l'ensemble des 100 patients parce que c'est un travail immense. Et donc, on a travaillé sur la moitié des patients, 51 patients. Et en comparaison, on avait ce qu'on appelle 31 donneurs sains, entre guillemets. Alors, ça ne veut pas dire que les personnes qui ont une LMC ne sont pas saines, mais c'est le langage consacré en sciences et en médecine. En général, donc c'est les gens qui n'ont pas de maladie particulière, qui ne prennent pas de médicaments particuliers. Et en général, c'est ceux qui vont donner leur sang dans les établissements français du sang. Les méthodes, donc c'était simple en apparence, parce qu'on vous demandait un petit peu plus de sang avant l'arrêt de l'imatinib et puis après. Et nous, au départ, on a fait vraiment un screening très bête pour essayer de voir si on avait des pistes. On a fait la numération, on comptait les lymphocytes, les T, les NK. Et ensuite, on s'est plus attaché sur les lymphocytes NK avec qu'est-ce qu'ils exprimaient à leur surface, quels étaient leurs récepteurs et comment ils fonctionnaient. Alors, les lymphocytes NK, donc on en a tous, c'est très important. C'est des lymphocytes qui sont capables d'aller reconnaître une autre cellule et d'aller la tuer si besoin. Pour reconnaître une cellule, ils utilisent tout un tas de récepteurs à la membrane, donc des détecteurs qui vont aller détecter une autre molécule à la surface de la cellule cible. Alors, les lymphocytes NK, il ne faut pas qu'ils fonctionnent tout le temps parce qu'ils sont vraiment armés pour injecter des protéines létales à la cellule qu'ils ont en face et pour la tuer. Donc en fait, quand ils détectent une cellule voisine et qu'ils interagissent, il va y avoir tout un tas de signaux de reconnaissance. Et si on reconnaît une cellule qui va bien, le NK ne va pas tuer. S'il tue une cellule qui va bien, là, on est mal, hein, c'est une maladie auto-immune. Si par contre, il reconnaît quelque chose d'anormal, que ce soit un signe qu'elle est infectée par un microbe, mais aussi des marqueurs particuliers sur les cellules cancéreuses, alors là, sa machinerie va l'autoriser à tuer. Et donc, il fait un petit trou dans la membrane cible, qui sont collées les unes contre les autres, et il injecte des protéines qui vont faire mourir la cellule qui est en face. Alors là, je vais être simple parce que c'était un tableau qui avait été présenté au Congrès américain il y a 2 ans, donc j'ai repris la même diapositive, je suis un peu fainéante, je suis désolée. Mais c'est pour vous montrer, donc on va regarder ça. Donc ces 51 patients, comme ce n'était pas l'échantillon total de STEAM, il fallait qu'on s'assure qu'ils étaient représentatifs des 100 patients de l'ensemble de l'étude. Et donc on avait regardé leur âge, le pourcentage d'hommes, de femmes, le fameux score de Sokal au diagnostic, donc un score pronostic, ceux qui avaient déjà eu de l'interféron avant de recevoir de l'imatinib, combien de temps ils avaient eu l'imatinib, la dose, et donc, faites-moi confiance parce que je ne vous l'ai pas montré, mais en gros, les résultats là sont représentatifs de l'ensemble des 100 personnes qui ont participé à cet essai. Et vous voyez qu'on a un recul qui est long. Ça, c'était il est encore plus long maintenant, mais maintenant, dans STEAM, on a au moins 5 ans de recul sur les arrêts de traitement. La France est pionnière, d'ailleurs, au départ, les collègues nous disaient qu'on était complètement fous d'arrêter les traitements. Mais au final, tout le monde s'y met maintenant. Alors, voilà les résultats que je vais...
Bon, je vous résume, hein, parce que sur les lymphocytes T, il y a plein de résultats, mais cette voie-là va être prise par une autre équipe. Nous, on s'est attaché aux cellules NK. Alors, en fait, on a des résultats, mais c'est pas si clair. Et en fait, on a encore du pain sur la planche. Donc, quand on a compté les lymphocytes NK dans le sang, alors il faut savoir qu'il n'y en a pas que dans le sang, il y en a aussi dans la rate, dans les ganglions. Mais bon, on ne va pas aller vous faire une biopsie ganglionnaire ou une ponction de rate pour aller les regarder. Donc, on a regardé dans le sang. Et on les a comptés. Donc, et là, il y a deux groupes. En orange, c'est les gens qui ont dû reprendre le Glivec. Et en vert, c'est les gens qui sont tranquilles sans traitement. Et en ordonnée, là, c'est le nombre de lymphocytes NK qu'il y a dans le sang. On a trouvé que chez les patients qui ne rechutaient pas, globalement, le nombre de lymphocytes NK circulants était plus élevé que chez les gens qui devaient reprendre le Glivec. Alors ça, c'est un test statistique, c'est significatif. Alors, en immunologie, donc, c'est jamais tout blanc ou tout noir, parce que vous voyez quand même que des fois, il y a des gens qui rechutent qui avaient des NK élevés, et des gens qui ne rechutent pas et qui ont des NK bas. Donc, il y a quand même... donc, au départ, on a eu du mal à croire que c'était vrai. Et donc, on a laissé l'étude un peu se dire c'est vrai, c'est pas vrai, c'est vrai, c'est pas vrai. Puis finalement, on sait que maintenant, les Finlandais qui font la même chose dans Euroski ont exactement les mêmes résultats. Donc, on est beaucoup plus confiant dans nos résultats et du coup, ça nous a stimulé pour continuer avec le soutien de votre association. Alors, dans le sang, il y a plusieurs types de lymphocytes NK, hein, c'est une famille. Il y a ce qu'on appelle ceux-là, les 56 DIM, enfin, peu importe le nom. Eux, ils sont plus spécialisés dans ce que je vous ai dit, tuer la cellule qui est en face. Et puis, il y en a un petit contingent, il n'y en a pas beaucoup dans le sang, qui s'appelle les 56 Bright, enfin, peu importe le nom. Eux, ils savent tuer, mais ils sont plus sécréteurs d'interférons que les autres. Donc, ils ont des sous-fonctions un petit peu différentes. Et donc, quand on regarde ces deux sous-populations, ce qu'on voit, c'est que chez les malades donc les Bright, là, ceux qui font plus d'interférons, ils sont à peu près en même nombre dans le sang, qu'on rechute ou qu'on rechute pas. Alors que les DIM, donc les NK tueurs, on va dire ça comme ça, c'est eux qui sont abaissés chez les gens qui ont une rechute. Donc, c'est assez intéressant quand même, parce que vous avez une cellule tueuse qui est normalement capable de tuer une cellule leucémique, et elles sont moins nombreuses chez les gens qui ont une rechute. Donc, ça pose la question de... Est-ce que c'est juste le hasard ou est-ce que le système immunitaire, il est peut-être un peu plus déficient quand on rechute, même si vous n'avez pas d'infection ou d'immunosuppression. Bon, ça, c'est les chiffres. Donc, on a dit, le nombre, c'est bien. Maintenant, on va regarder comment ça fonctionne. Donc, est-ce qu'elle tue bien et est-ce qu'elle fabrique bien de l'interféron? Et c'est là où les résultats ne sont pas ce qu'on attendait, parce qu'on se disait, voilà, là, on va trouver qu'il marche mieux et là, qu'il marche moins bien. Et en fait, ce n'est pas tout à fait ça qu'on trouve. Alors, il faut que je vous explique, parce que ça, c'est vraiment pas une diapo de vulgarisation. Donc là, dans le test, là, on met les lymphocytes NK avec des cellules qu'on appelle K562. K562, c'est une lignée, donc on l'a fait pousser en laboratoire, et elle exprime le chromosome Philadelphie et Becerra-Belson. Donc c'est une lignée qu'on utilise fréquemment comme cellule cible leucémique. C'est sûr que c'est pas la vraie cellule qui est dans la moelle, mais vous avez compris la difficulté à aller pêcher la vraie cellule pour tester les NK contre vos vraies cellules. Il faudrait vraiment qu'on... Enfin, c'est pas possible. On va pas vous prendre 1 litre de moelle pour aller pêcher les quelques cellules souches. Enfin, c'est techniquement impossible. Donc, on prend des modèles de cellules leucémiques. Bon, ça va avec, en fait. Donc, je vous expliquerai que celui-là. Et puis, là, il y a les différents groupes. Donc, les donneurs, ceux qui n'ont pas de maladie, pas de traitement particulier. Tous les patients, donc là il y a un peu moins de patients parce que c'est des études fonctionnelles qui nécessitent beaucoup de sang à faire. Donc il y a chez certaines personnes, on n'avait pas assez de sang pour les faire. Et puis ensuite, là c'est les patients qu'on a divisés, ceux qui ont eu une rechute et ceux qui n'en ont pas eu. Et alors ce que vous voyez en fait, c'est que en fait, les lymphocytes NK, ils tuent mieux chez les donneurs que chez les patients qui ont une LMC. Et quand on divise rechute versus pas rechute, on n'a pas trouvé de différence entre donc le défaut, si vous voulez, de capacité à tuer. Alors ça ne veut pas dire qu'elles savent pas tuer, elles savent tuer, mais elles tuent de manière moins efficace que chez les donneurs. Et nous, on pensait qu'on trouverait que ça marcherait mieux quand on n'a pas de rechute, et c'est pas ce qu'on a trouvé. Donc la science, c'est parfois plus compliqué que ce qu'on pense, et c'est pas toujours les résultats qu'on attend, mais c'est comme ça qu'on avance. Ça, c'est une autre façon de regarder comment ça marche. Et là, on n'a pas regardé comment elles tuaient, on a regardé les Bright, dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, celles qui fabriquent vraiment beaucoup de cytokines, donc beaucoup d'interférons. Donc là, on a les mêmes groupes, les donneurs, les patients, et les patients divisés en deux groupes. Il y a eu une rechute moléculaire où il n'y en a pas eu. Et là, c'est la sécrétion d'interférons par ces lymphocytes NK.
Et vous voyez que chez les donneurs, quand on les stimule, pareil, avec la fameuse cellule de LMC K562, les NK des donneurs font énormément d'interférons pour lutter contre cette cellule tumorale. Chez les patients, il y a bien sûr une production d'interférons, mais elle est diminuée par rapport à quelqu'un qui n'a pas la LMC, qui n'a pas le Glivec, et elle est diminuée de manière identique qu'on rechute ou qu'on rechute pas. Donc ça nous intrigue beaucoup. On pense quand même donc ce qu'on voit, c'est qu'on a un nombre de cellules NK qui est significativement diminué quand il y a une rechute après arrêt de l'imatinib. Quand on ne rechute pas, on a plus de NK. Mais fonctionnellement, le job qu'elles font, ces cellules, elles sont un peu altérées quand même, qu'on rechute ou qu'on ne rechute pas. Il y a une petite altération de la fonction tueuse de ces cellules par rapport à des gens qui n'ont pas de LMC. Alors, on a refait à distance de l'arrêt de l'imatinib, on a les mêmes résultats. C'est pas l'imatinib qui bloque ça, c'est pas le médicament qui fait ça. Donc, on pense pour l'instant que probablement les cellules NK, on sait qu'elles peuvent tuer des cellules de LMC. Si elles jouent vraiment un rôle dans le fait qu'il y ait des rechutes ou pas après l'arrêt du médicament, tout de même, le fait d'avoir un nombre de NK plus élevé quand on ne rechute pas, il y a un effet nombre qui joue. C'est-à-dire que même si les NK marchent un petit peu moins bien, quand on en a plus, elles sont plus capables d'aller entourer une cible et de la tuer. Cependant, il faudra par la suite qu'on continue ces études. Alors, on n'a plus de matériel, là, on prenait quelques tubes de sang sur d'autres études d'arrêt de traitement, si les patients sont d'accord, qu'on comprenne qu'est-ce qui marche moins bien sur ces cellules chez les patients qui ont une LMC. Parce qu'une fois qu'on comprend qu'est-ce qui marche moins bien, on peut développer des stratégies pour booster ces cellules NK, de l'immunothérapie, booster ces cellules NK pour, chez les patients, peut-être d'une manière générale, mais surtout chez ceux qui sont candidats à un arrêt de traitement, on pourrait imaginer qu'avant d'arrêter le traitement, on stimulerait le système immunitaire pour augmenter les chances de pouvoir arrêter son traitement sans problème. Ou on pourrait imaginer que quand on a arrêté son traitement et que ça a marché, tant mieux, on n'a pas eu besoin de traitement supplémentaire, parce qu'après tout, en médecine, c'est premièrement ne pas nuire, donc essayer de limiter le nombre de médicaments qu'on donne. Mais une autre façon de faire, ça serait donc de ceux qui ont eu une rechute moléculaire et qui veulent tenter un deuxième arrêt, peut-être leur proposer avant un deuxième arrêt une façon de stimuler leur système immunitaire, leur propre défense pour augmenter les chances de succès. Et donc à l'heure actuelle, on continue. Alors déjà, on a des collaborations sur d'autres thèmes. Il y a d'autres équipes qui travaillent sur les NK, les NKT. Là, il y a Besançon qui commence à travailler sur les lymphocytes T, sur les réponses immunitaires contre la LMC. On va collaborer avec eux. Et nous, à Saint-Louis, on continue. Et puis dans le groupe, on regarde aussi ce qui se passe à l'arrêt du nilotinib, du dasatinib, puisque à l'époque, il y avait que l'imatinib qu'on pouvait arrêter, mais maintenant, il y a quand même les médicaments de deuxième génération. Voilà, donc on a beaucoup de pain sur la planche. Je tiens à remercier bien sûr tous les patients et notamment les patients de cette étude parce qu'ils ont accepté de... Hématologue, c'est maladie du sang, donc on a fait un petit peu les vampires dans ce protocole, mais on n'est pas les seuls. Il y a d'autres protocoles aussi où on prend beaucoup de sang. Bien sûr, tous les médecins investigateurs, tous les médecins qui ont participé à cette étude et qui ont proposé aux personnes l'arrêt de traitement dans STIM. Les chercheurs en immunologie, donc mes collègues, Antoine Toubert, Nicolas Dulphy et Guylaine Henry, qui sont dans l'unité INSERM 1160. Parce qu'il ne faut pas croire, nous on est cliniciens, on n'est pas chercheurs fondamentaux, donc on a besoin de... C'est des travail collaboratifs, ça ne se fait jamais tout seul. Le service dans lequel je travaille, et puis bien évidemment les organismes qui ont financé, parce qu'on a besoin de sous. Donc STIM est financé par un PHRC national, donc ça c'est de l'argent public, et il faut absolument utiliser l'argent public de manière la plus appropriée possible. Ce sont nos impôts, les vôtres, c'est très important. Et bien sûr l'association LMC France qui nous a permis de faire un grand pas dans l'avancée de ces travaux. Voilà, je vous remercie de votre attention.